Bonjour à tous. Donc Frédéric Dunet, je suis le premier vice-président du CIDELA en charge des achats d'énergie. Et je suis très content de pouvoir vous éclairer sur la stratégie qu'a mis en place le CIDELA depuis 2019 concernant les achats d'énergie, dont le principe va vous être exposé Il est marqué est que relativement bon, simple. le responsable informatique qui met son truc en bas de la feuille. Alors, j'entends des... Oui, pensez à éteindre vos micros, s'il vous plaît. Donc je reprends simplement pour vous exposer un petit peu la démarche qu'a entrepris le CIDELA depuis 2019 concernant des achats groupés d'énergie pour le compte de nos communes adhérentes. Vous expliquer donc la façon de travailler, qui est quelque chose qui est piloté de façon un peu fine, aidé en cela par un cabinet d'experts, et qui permet dans l'absolu de lisser le prix pour nos communes, pour avoir une visibilité sur les budgets consacrés à l'achat d'énergie, et puis bien sûr d'avoir un prix fort intéressant par rapport à ce qu'une commune seule pourrait obtenir, et de façon plus caricaturale encore, bien moins cher que ce qu'un particulier paye pour son électricité. Donc, alors, je vous prie de m'excuser aussi, Salon des maires oblige, je suis actuellement à Paris, c'est pour ça que la visio n'est pas forcément très bonne, mais je dirais que le plus gros du travail sera fait après par le cabinet expert Max et Romain du CIDELA qui vont reprendre la main. Donc à tous et à toutes, une très bonne session de webinaire, et nous espérons après cette présentation pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. À toi Romain. Parfait, merci Frédéric. Bonjour à tous. Donc, comme l'a évoqué Frédéric, depuis 2019, nous avons entrepris une démarche avec les élus du CIDELA, de l'ancien mandat, pour définir une stratégie d'achat du CIDELA. Donc, vous le verrez tout à l'heure, on vous expliquera les deux typologies de fixation de prix. Donc, soit on a un prix fixe, soit on a un prix indexé. Donc, on vous expliquera les deux différences. Et l'idée, c'était tout mettre sur la table et voir où on voulait aller au CIDELA pour tout ce qui est lié au groupement d'achat d'électricité et de gaz. Donc, on a organisé des ateliers donc avec Pure Énergie, le cabinet d'experts qui nous accompagne sur le sujet. Donc, 2 ateliers avec les élus pour identifier les besoins du CIDELA et bien cibler nos objectifs. Donc, c'était organisé en 4 étapes. Donc, on avait l'intention de gestion où là, on allait définir quelle a été la part de risque que CIDELA voulait engager dans le prix de l'énergie. Et comme l'a dit Frédéric, l'idée, c'est de lisser le budget d'une année sur l'autre et d'essayer d'obtenir les prix les plus intéressants possibles. Définir le cadre, la mesure de performance, si on s'autorise à jouer ou pas avec le marché de l'énergie, vous le verrez, marché très volatile, et Pure Énergie vous l'expliquera par la suite. Et l'organisation en interne, comment au CIDELA on fixe les prix de l'énergie. Et pour cette partie-là, à la fin, vous verrez sur les différents moments où l'on a fixé entre moi-même, Frédéric et le cabinet d'experts Pure Énergie les prix d'électricité et de gaz. Et du coup, je laisse la main à Pure Énergie pour la suite de la présentation. Merci Romain. Donc c'est vrai qu'on est, on est donc dans les achats d'énergie, donc on achète de l'énergie donc sur un marché de commodités dont les mécanismes sont assez analogues à ce qui se fait sur les marchés financiers. Donc des volumes d'énergie, que ce soit électricité ou gaz, sont échangés sur le marché de gros et sont vendus ensuite au CIDELA par des fournisseurs donc, qui ont été sélectionnés. Et le marché se caractérise, donc c'est vraiment, donc comme sur beaucoup de marchés de commodités, on a une marge commerciale qui est relativement faible. Donc, il est important de choisir le meilleur fournisseur et celui qui vous propose le meilleur prix. Mais la différence de prix entre les fournisseurs est finalement assez faible par rapport à l'enjeu sur la commodité, c'est-à-dire au moment où vous allez acheter l'énergie, où vous allez positionner le curseur sur le prix de marché, qui est, donc c'est le deuxième point, très volatile et imprédictible. C'est-à-dire que on est sur un marché donc, qui évolue tous les jours en fonction de différents paramètres. Et la particularité du marché de l'énergie, c'est qu'il est donc extrêmement volatile. On a des variations de prix, on va le voir tout à l'heure, très importantes
d'un jour sur l'autre, d'un mois sur l'autre, et il est impossible donc de prévoir, de prévoir donc évidemment ce que va faire le marché. Alors, on a des informations de marché que l'on peut donner, mais des événements comme la crise comme le Covid, comme des décisions politiques qui sont prises sont bien évidemment imprévisibles et ont un impact sur le marché. Donc, on verra comment gérer ce risque par rapport à cette volatilité et cette imprédictibilité. Et le troisième point, donc, c'est un marché également relativement complexe avec, en plus de l'achat d'énergie sur les marchés financiers, une réglementation spécifique donc au marché français, hein, à la France, dont il faut tenir compte évidemment, et donc un coût de transport à payer en plus, des taxes également. Donc tout ça, nous, en tout cas le cabinet Pure Énergie est là pour accompagner donc le CIDELA dans les achats d'énergie, à la fois donc des achats sur le marché, mais également la partie budgétaire notamment et gestion de la réglementation. Alors, donc, par rapport justement au marché de l'énergie, donc qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici sont représentées donc trois courbes. Alors, ce sont des courbes donc, qui représentent le prix de l'électricité en France. Et comme on l'a dit, donc en fait, vous avez une courbe. Donc, c'est exactement comme ce que vous avez sur des marchés d'actions, un niveau de prix qui va évoluer dans le temps. Alors, vous avez différents produits qui sont indiqués. En bleu, c'est le produit IR+1. Donc, c'est le produit que vous achetez pour une livraison d'électricité l'année suivante. Et IR+2, IR+3, donc le même fonctionnement, mais pour les années, en l'occurrence, les années 2023-2024, si on se place, actuellement donc en 2021. Et donc, vous voyez que les courbes ont très fortement évolué donc depuis maintenant 2 ans à peu près. On était donc en 2020 sur des prix d'électricité proches de 50 euros par mégawattheure, qui ont ensuite chuté avec alors on le voit, mais c'est pas forcément très net, mais il y a eu une baisse assez importante au moment du Covid. Et par la suite, donc les marchés donc ont légèrement augmenté et on variait finalement assez peu entre 40 et 50 euros par mégawattheure jusque donc le point que vous voyez ici en décembre, avec le développement des vaccins et la reprise économique, qui a, entre autres, hein, provoqué donc une hausse extrêmement importante des prix de l'électricité, jusqu'à un pic que vous voyez sur le graphique à 160, autour de 165 euros par mégawattheure, qui est un prix qu'on n'avait jamais connu par le passé. Hein. Si on met en perspective, c'est vrai que le prix le plus élevé que ce marché avait connu date de 2008, juste avant la crise des subprimes, où les prix étaient montés à 93 euros par mégawattheure. Donc là, vous voyez que on est nettement au-delà de ce prix-là. Hein. C'est pas le double, mais pas très loin. Donc c'est une situation qui est totalement inédite sur ce marché-là et qui est lié donc à la fois à la reprise économique. Hein. C'est vrai qu'un marché enfin les prix de marché reflètent ce qu'anticipent les acteurs du futur. Donc avec la reprise économique, les acteurs s'attendent à une forte demande. Donc ça, c'est un premier point. Mais le point principal, c'est surtout la hausse des prix du gaz. Et ça, je pense que vous avez dû en entendre parler dans la presse parce que le sujet est vraiment est assez critique. C'est que sur la France et sur l'Europe même de façon générale, le prix de marché de l'électricité est corrélé au prix du gaz, au prix de marché du gaz, parce que l'électricité produite en Europe, alors ce n'est pas le cas de la France, je dirais presque malheureusement, mais le prix de l'électricité du gaz traduit, le prix de l'électricité, pardon, traduit le coût de production à partir du gaz naturel, c'est-à-dire le coût de production d'un mégawattheure d'électricité en produisant à partir du gaz naturel.
Et donc, vous voyez la courbe du gaz donc, a fortement augmenté parce que le gaz, on est confronté à un très, très fort déséquilibre entre l'offre et la demande. On sort d'un hiver, donc 2020-2021, qui était très froid. Donc, on n'a pas pu remplir suffisamment les stockages de gaz pour pallier pour pallier à une vague de froid donc cet hiver. Et en parallèle de ça, c'est vrai que le marché du gaz est approvisionné en Europe par la Norvège, par la Russie, par également du gaz naturel liquéfié, donc qui vient des États-Unis ou du Qatar. Et le problème, c'est que le gaz naturel liquéfié, qui était livré assez abondamment les années précédentes, eh bien, cette année, il est plutôt livré vers l'Asie, où les prix sont plus élevés, donc plus rentables pour les producteurs. Donc, ça fait moins de gaz pour l'Europe. Et en parallèle, c'est vrai que les arrivées de gaz, que ce soit d'Algérie ou de Norvège, ont été insuffisantes pour satisfaire la demande qui était importante, vu qu'il fallait remplir des niveaux de stockage qui étaient très bas. Donc, ce qui fait que sur le marché du gaz, aujourd'hui, on est fort dépendant d'un pays qui est la Russie. Et on est fort dépendant donc des arrivées de gaz russe vers l'Europe. Alors vous voyez qu'on a eu un pic Alors sur le gaz, on retrouve exactement la même configuration que sur l'électricité, à peu de choses près. Le marché du gaz est monté jusqu'à 65 euros par mégawattheure. Donc là aussi, on a explosé les niveaux historiques. Et derrière, c'est vrai que Gazprom, donc le producteur de gaz russe, et Vladimir Poutine ont annoncé que les arrivées de gaz russe allaient augmenter donc à partir de novembre hein, pour l'Europe, ce qui a provoqué une relative baisse des prix. Mais le problème, c'est que le déséquilibre offre-demande aujourd'hui est tellement important qu'il faut s'attendre malheureusement à ce que les prix restent soutenus cet hiver, parce qu'il n'est pas certain que les volumes de gaz russe soient, enfin, il est même quasiment sûr que les volumes de gaz russe sont insuffisants pour satisfaire enfin, pour satisfaire la demande, oui, ce sera le cas. Mais pour faire baisser significativement les prix, ça, rien n'est moins sûr. Parce qu'en parallèle, bah, il y a aussi l'aléa des températures. Si on est confronté aussi à un hiver qui est froid, eh bien, les prix risquent également d'augmenter parce que les volumes pourraient être insuffisants par rapport à ce qu'attend le marché. Donc, on est effectivement dans cette situation assez critique aujourd'hui, et notamment sur le produit 2022. Sur le marché. Alors, au niveau des perspectives, c'est vrai qu'il faudra suivre donc, donc évidemment les températures, donc ce que sera l'hiver. Si on est confronté à un hiver froid, malheureusement, bah, les prix pourraient rester durablement à ces niveaux-là, même peut-être augmenter. On parle également du gazoduc Nord Stream 2, qui est un gazoduc qui doit relier la Russie à l'Europe et qui pourrait permettre d'alimenter davantage l'Europe en gaz. Donc malheureusement, récemment, on a appris que la certification du gazoduc avait été suspendue. Donc ce qui va décaler dans le temps sa mise en service, qui était prévue initialement en début 2022, mais là, vraisemblablement, ce sera décalé. Donc, ce sujet-là reste à suivre. Et puis, un élément aussi très important qu'il va falloir suivre, c'est la demande. C'est-à-dire que confronté à des prix d'énergie extrêmement élevés, se pose la question de savoir comment est-ce que l'économie va supporter en fait cette hausse-là. C'est vrai que parmi notre portefeuille de clients, on est on a, et puis même par rapport au retour qu'on peut avoir de la part d'associations de consommateurs ou de fournisseurs, c'est vrai qu'il y a des consommateurs qui sont confrontés donc à ces hausses de prix, et certains ont prévu de réduire leur production ou réduire leur consommation parce que les prix sont trop chers aujourd'hui pour que leur activité soit rentable. Donc, c'est vrai qu'il y a certains acteurs aujourd'hui qui craignent une destruction de la demande liée à donc, cette hausse des prix de l'énergie. Et c'est vrai que si on avait une destruction de la demande, ça pourrait également participer à faire baisser les prix à l'avenir. Mais tout ça, évidemment, c'est l'avenir qui nous le dira, et on a toujours ces risques importants. Et vous voyez une volatilité aussi, une variabilité des prix très important en fonction à la fois des effets d'annonce de la Russie ou de l'OPEP, des prévisions économiques, et de la réalité également.
Antoine, on a une question sur le chat. On peut peut-être répondre en 2 mots. Je ne sais pas si tu vois, ce sont donc les prix d'achat à N+1, +2, +3, quid des prix de l'année N? Je ne sais pas si tu veux répondre ou je peux le faire. Alors, Et je pense qu'il faut peut-être expliquer pourquoi on parle des 3 années et pas de l'année qui est en cours. oui, oui. Alors, en fait, alors les prix de l'année N, si vous voulez, vous avez effectivement un marché pour les prix de l'année N, donc un prix du gaz pour demain, un prix du gaz pour dans un mois, un prix du gaz pour pour le prochain trimestre. Mais c'est vrai que alors pourquoi nous, on vous indique les prix de hier +1, +2, +3? Parce que comme la plupart donc, de nos clients, le CIDELA va acheter ce qu'on appelle acheter à terme, c'est-à-dire qu'on va acheter aujourd'hui pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, dans 3 ans, pour sécuriser, enfin avoir une visibilité sur le prix que l'on va payer l'année suivante. Et donc, pour répondre à votre question, le prix 2021, pourquoi on ne le fait pas apparaître ici? Parce qu'il a d'ores et déjà été fixé. Le prix 2021 a été fixé en 2019-2020. En tout cas, c'est le cas pour le CIDELA. Et là, vous voyez les prix, c'est les prix du hier +1. Donc, les prix, la courbe bleue que vous voyez en 2020 représentait le prix de marché en 2021. Et c'est vrai que c'est la façon que la plupart de nos clients, donc beaucoup d'industriels, de clients tertiaires ou même sur les marchés publics, la plupart donc achètent à terme donc l'année N pour l'année N+1 ou N+2, N+3 pour avoir une visibilité budgétaire et ne pas être exposé au risque marché pendant la période, pendant l'année en cours, quoi. Voilà. Ouais. Et si je puis me permettre pour rajouter, cette stratégie qui consiste en fait à fractionner nos achats nous permet, en tout cas c'est l'idée, de saisir les opportunités quand on pense que le prix est plutôt bas et devrait plus beaucoup baisser, et limiter nos achats quand on peut le faire, quand il est vraiment très haut. Et là, pour l'instant, c'est la stratégie que l'on a prise, mais à un moment donné, on se trouvera dans la nécessité de couvrir nos besoins pour nos clients et d'acheter de toute façon l'électricité au prix où on conviendra de l'acheter. Mais voilà, ce fractionnement de nos différents marchés étalés dans le temps, et c'est la souplesse qui nous permet éventuellement de gagner d'abord sur la régularité de la fourniture de l'énergie à un prix plutôt correct, et voire de faire quelques gains quand on a un peu de chance. Alors moi, pour la petite histoire, depuis que je suis en charge de cette délégation au CIDELA, conseillé par Romain entre autres et Pure Énergie, je ne connais que des petites choses qui, au niveau local, national ou mondial, influent sur le cours des matières premières, donc de l'électricité, et que c'est quand même un drôle d'exercice difficile, et heureusement qu'on a une expertise qui, via Romain, notre technicien du CIDELA, ou Pure Énergie, pour nous guider dans ces politiques d'achat. Voilà ce que je voulais rajouter. Et là, je vois qu'on a une autre question par rapport au fait que le gaz a un impact sur le prix de l'électricité en France. Et c'est vrai que la France est caractérisée par une production électrique majoritairement nucléaire. Et ça, c'est lié à la construction même du marché dérégulé en Europe. C'est vrai qu'avant, eh bien, EDF était une société intégrée qui couvrait l'ensemble des différentes prestations, du transport, de la production au transport, à la distribution et à la commercialisation. Là, en fait, on a un éclatement de ces différentes fonctions. Et par rapport à la production, avant, en fait, le prix de l'électricité est basé sur le cost plus. On ajoutait les différents coûts et on avait un prix résultant de prix de l'électricité qui était traduit dans les tarifs réglementés. Actuellement, ce n'est pas la même chose. C'est le prix de marché est basé sur le coût marginal de production. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de marché va se mettre au prix de la centrale, la dernière, qui sera la dernière appelée. C'est-à-dire que celle qui va produire l'énergie nécessaire à l'équilibre du réseau. Sinon, en fait, le réseau va tomber puisqu'il n'y aura pas ce complément d'énergie nécessaire. Et généralement, la dernière centrale appelée, ça va être la centrale
de production d'électricité à partir du gaz naturel, et le marché va être obligé d'offrir le prix d'électricité qui va correspondre à cette production, et même si 80% de la production d'électricité va être assurée par les centrales nucléaires. Parce que si vous n'avez pas en fait ce prix de marché, eh bien cette centrale à gaz ne va pas se mettre en route et votre réseau ne il va y avoir un blackout sur votre réseau. Donc c'est la construction de prix sur le marché dérégulé qui fonctionne de cette façon-là. En fait, la raison pourquoi il fonctionne de cette façon, eh bien, ça permet de mettre en place des investissements nécessaires pour assurer la rentabilité d'installations comme les centrales à gaz, qui vont assurer la sécurisation d'approvisionnement pour l'ensemble des Français et plus largement au niveau européen. Voilà. Donc, on l'a dit, le marché est volatile et imprévisible. Donc, l'approche de Pure Énergie par rapport à cette volatilité et cette imprévisibilité, eh bien, c'est de mettre en place une stratégie d'achat d'énergie. Donc, on verra après de quoi il retourne. Parce qu'on ne peut pas se fier aux prévisions économiques, au forecast. Hein. Personne ne sait ce qui va se passer, donc on en a parlé. Donc par rapport à ces deux contraintes, la volatilité et puis l'impossibilité de prévoir ce qui va se passer, on doit savoir donc quels sont vos objectifs. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez avoir une visibilité budgétaire? On en a parlé. Est-ce que vous souhaitez être un petit peu plus joueur, entre guillemets? Donc, tout ça, c'est la définition de votre stratégie d'achat. Donc, on a formalisé avec le CIDELA. Alors, donc, au niveau de la structure de votre prix électricité, donc la décomposition de votre facture électricité, alors là, on a pris l'exemple de l'électricité, mais c'est à peu près la même chose sur le gaz. En fait, vous voyez que vous avez une partie fourniture, donc en orange, que vous voyez en orange, donc c'est vraiment, vous payez le fournisseur, donc dont l'électron qui est injecté donc sur vos sites. Et donc, c'est cette partie qui est réglementée. La partie en orange est dérégulée, excusez-moi, est dérégulée. Le reste, donc le transport, distribution et les taxes, donc ça, c'est une partie qui est réglementée. Alors que vous pouvez optimiser, il y a des mécanismes pour réduire les taxes ou pour optimiser votre tarif de transport, mais les enjeux sont finalement relativement faibles. Vous voyez que l'enjeu d'une optimisation du transport, c'est 2% de votre facture, alors que sur la partie commodité, la partie fourniture, étant donné la volatilité du marché très importante, et vous voyez qu'en un an, les prix ont pris 100 euros par mégawattheure, donc ont quasiment triplé, l'enjeu peut atteindre des volumes, des montants extrêmement, extrêmement élevés. Donc c'est un exemple hein, par rapport à la volatilité, mais par rapport à votre volume de consommation, c'est vrai que si on est totalement exposé à la volatilité, on s'expose à un risque de 2 500 000 euros, ce qui représente quand même 15 à 20% de vos dépenses, de vos dépenses annuelles. Ce risque représente quand même une part très importante de votre facture. Donc, il convient pour ça de gérer le risque à travers une stratégie donc, que l'on a formalisée et validée pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre. Dans la partie suivante de cette présentation, nous allons aborder la stratégie d'achat qui a été définie lors des échanges, donc avec notamment Romain, nous, Pure Énergie et d'autres personnes qui étaient autour de la table. C'est cette stratégie dont Romain parlait en introduction, donc n'hésite pas, Romain, à intervenir si tu le souhaites.
Donc, ce qui en est sorti, donc comment on définit la stratégie? Déjà, on demande aux parties prenantes de répondre à un questionnaire, on analyse et ensuite on se met autour de la table, on échange tous ensemble et on sort les points forts de la stratégie pour le CIDELA. Donc, 3 lignes directrices pour le CIDELA, c'est la faible tolérance au risque, c'est-à-dire qu'il y a une certaine aversion au risque des prix à la hausse. Le souhait de protéger le budget en minimisant le risque de volatilité et d'avoir une visibilité prix, c'est-à-dire un budget qui est sécurisé et qui est maîtrisé. Donc, quels sont les moyens d'arriver à cette stratégie? C'est de fixer déjà le prix en plusieurs fois. Ça a également été dit en introduction. On reviendra dans quelques slides où il y aura une illustration de l'avantage d'un prix fixe et de l'avantage de multifixation. Donc ici, pour le CIDELA, il a été défini que pour atteindre les objectifs cités sur la slide juste avant, c'est pertinent de fixer en plusieurs fois avant la période de livraison. Il y a également un cadre de gestion, donc c'est-à-dire qu'il y a des limites qui ont été prédéfinies, un terrain de jeu qu'on vous présentera juste après, et des signaux. Donc il y a vraiment des outils qui sont mis en place pour réussir à répondre à vos besoins. Et enfin, un outil qui s'appelle la Tactical Roadmap, qui suit quotidiennement en temps réel et qui est automatisé. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait sur le CIDELA, où en est le niveau de prix et qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est les prochaines slides, donc on va avancer. Donc là, ici, vous avez une illustration de la gestion du risque. Donc, ça va de faible avec se protéger au maximum des hausses de prix et enfin une tolérance très élevée qui est de capturer au maximum les opportunités à la baisse. Il a été défini donc, lors de ce fameux workshop, cet atelier, que la tolérance au risque du CIDELA était relativement faible dans la mesure donc, où il faut vraiment protéger le budget et se limiter des risques d'augmentation de prix. Donc, pourquoi fixer en plusieurs fois? Ce que vous pouvez voir sur l'écran de gauche, sur la partie gauche de la slide, avec la barre orange, c'est un prix fixe. Qu'est-ce qu'un prix fixe? C'est un contrat à prix fixe, c'est un contrat qui est signé à un instant T avec un prix à un instant T et c'est le prix de fourniture que vous aurez donc pour l'année de fourniture suivante. C'est ce qu'Antoine expliquait tout à l'heure avec pourquoi on parle toujours de N+1. C'est-à-dire que là, pour illustrer, on est en train de clôturer l'année 2022. Voilà. À partir, donc on peut déjà acheter pour 2023, 2024, mais l'important là, c'est de clôturer 2022 puisque ça commence dans un peu moins d'un mois et demi. Donc, vous imaginez, on signe un contrat en fixant un prix et ensuite, peu importe ce qui se passe dans l'année, enfin, entre le moment de signature du contrat et le moment du démarrage de la fourniture, peu importe ce qui se passe, vous n'avez aucune possibilité de capturer à la baisse les prix si opportunité il y a. Donc, ce n'est pas ce qui a été choisi. Est-ce que vous voyez bien la slide avec le prix fixe et le prix flexible? Ouais, c'est bon de mon côté. C'est bon? Ouais, la durée, c'est bon. Oui, on voit bien. On voit bien. D'accord, il y avait un message en chat. Donc, ce que je reprends. Donc, le prix fixe, ce n'est pas ce qui a été choisi par le CIDELA, parce que comme on l'a vu dans les slides précédentes, l'objectif, c'est, même s'il y a une aversion au risque à la hausse, c'est quand même de protéger le budget et de faire mieux si possible. Donc, ce qui a été défini, c'est un prix flexible. Donc, le prix flexible, ce que vous pouvez voir, donc c'est la partie droite avec qui tourne plutôt dans le vert. C'est, donc vous imaginez la barre, donc vous voyez la courbe marché, la barre noire, c'est votre prix de l'année dernière. C'est-à-dire, on va imaginer, on est sur 2022, last year price, ça va être votre prix 2021. Il a été fait en prix fixe,
admettons, donc à 40 € du mégawattheure. Avec un contrat avec prix flexible, vous allez avoir la possibilité de toper donc en 2, 3, 4 fois. Donc, dans l'exemple, c'est 4 fois. Donc, admettons, il va y avoir un premier clic à 37,05 € du mégawattheure. Puis, le marché va baisser. Vous allez avoir des opportunités avec des clics faits à 30, 30 et ensuite 32, admettons. Donc, ce que ça va faire, c'est que forcément, si c'est 4 clics à 25%, votre prix final, ce sera la moyenne de ces 4 clics. Donc, vous allez arriver à une moyenne inférieure à votre prix de l'année dernière qui avait été fait en prix flexible. Donc, le prix flexible, c'est quelque chose qui permet de se couvrir d'une augmentation par rapport au prix de l'année dernière et de capturer les opportunités à la baisse quand il y a, ainsi que donc de limiter l'enveloppe de risque. Pour compléter, Claire, Oui. on a un exemple concret en fait aussi là. Lorsqu'on vous a proposé les groupements d'achat en 2016, on a attribué les marchés en 2015 pour début de fourniture 2016, puisqu'il fallait mettre en concurrence les fournisseurs pour vos tarifs supérieurs à 36 kW, tarifs jaunes. Donc à l'époque, on n'avait aucune maîtrise de connaissances, ni de technicité, ni de compétences sur le prix flexible. Donc, historiquement, les syndicats comme le CIDELA et les autres demandaient un prix pour les années de fourniture aux fournisseurs dès l'attribution du marché. Donc, typiquement, lors de notre CAO, on recevait un prix, donc on a reçu notre prix 2015 des fournisseurs pour la fourniture d'électricité 2016-2017. Bon, sur le moment, on avait gagné parce qu'on sortait des TRV par rapport à la mise en concurrence avec les fournisseurs. Et c'est là où on a appris et on est monté en compétence et on s'est dit, alors le prix fixe, c'est bien. Quand la CAO tombe sur les courbes en bas où le prix est assez bas, tant mieux, très bien. Sauf qu'une CAO, on ne la met pas quand on veut, c'est sur la disponibilité des élus. Et typiquement, imaginons, aujourd'hui, on sera encore en prix fixe et on aurait eu une CAO ce jour. Eh ben, vous avez vu les courbes tout à l'heure, on aurait un prix à plus de 100 € du mégawattheure. Et là, niveau budget, les communes, ça aurait été difficilement supportable. Donc, voilà le pourquoi du comment. Nous sommes passés d'un prix fixe à l'époque à un prix flexible et pourquoi on a demandé à être accompagné de Pure Énergie pour obtenir les budgets les plus lissés possibles d'une année sur l'autre. Merci Romain. Oui. Alors, pour continuer, donc après, une fois que la formule de prix est définie, que la couverture est définie, la deuxième étape, c'est le cadre de gestion. C'est-à-dire comment on limite les risques, quel est le terrain de jeu acceptable. Donc là, également, c'est des discussions. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est, on ne va pas rentrer dans le détail ultra technique parce que c'est très compliqué, mais toujours est-il que ce que vous pouvez voir, c'est ce qu'on suit au quotidien. C'est-à-dire, donc sur un temps donné, donc généralement, c'est 2 ans, comme vous l'avez compris lors des premiers slides sur la présentation marché, on peut acheter jusqu'à ailleurs plus 3. Donc, sur un terrain de jeu de 2 ans, le plan de couverture, vous avez la couverture maximum et la couverture minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les clics, donc les fixations, doivent être réalisées sur un terrain de jeu qui se trouve entre ces deux couvertures. La couverture minimum, c'est une sécurité contre un marché haussier. La couverture maximum, c'est ce qui va permettre de ne pas prendre des décisions, ce qu'on appelle d'affolement, c'est-à-dire de dire le prix me semble intéressant, donc finalement, je ne vais pas faire 2 clics ou 3, je vais en faire 1. Je vais prendre 100% directement parce que le prix est intéressant. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu précédemment, il y a possibilité sur la durée pendant laquelle on peut faire les achats, qu'il y ait des opportunités de marché. Donc, la couverture maximum, c'est ce qui va permettre de rester dans un cadre et de ne pas prendre une décision trop rapidement. La couverture minimum, c'est ce qui fait prendre des décisions puisque donc, la couverture minimum s'approche de la date de démarrage de fourniture. Et donc,
c'est pour dire, bon, là, il reste autant de temps, il faut penser à se couvrir. Donc, on prend un clic, admettons, de 25%. Il reste encore 75% pour avoir des opportunités, mais c'est pour éviter d'arriver donc en fin d'année avec un marché, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est monté à 160. Alors, si je puis me permettre de préciser les choses, parce que moi, je ne suis pas aussi technicien que vous, mais même si maintenant, je suis un peu plus rompu à ça, pour clarifier les choses, on se fixe un espace de jeu. Et les clics en question, c'est le taux de couverture qu'on va prendre. On doit avoir un marché qui doit faire tant de kilowatts, qui représente 100%. Les clics, c'est de dire à un moment donné, là, je vais prendre 30, 40, 25%, parce que le prix me semble intéressant. Et comme le disait notre technicienne, plus le temps passe, plus on se rapproche de la fin du marché, plus la pression monte sur nous, parce qu'à terme, qu'on le fasse en 1 clic, 2 clics, 3 clics ou 4 clics, peu importe, on doit avoir couvert l'ensemble de notre marché. Donc, on a en fait défini avec cette stratégie l'espace de jeu, ce qu'on peut faire en hausse et en baisse. Par contre, on doit jouer sur les volumes que l'on investit à travers les clics. Et c'est là toute la subtilité de la chose. Donc, plus le temps passe et plus on a couvert notre situation, plus on est serein. Plus le temps passe et moins on l'a couvert, plus la pression monte. C'est vraiment quelque chose d'assez simple au final à comprendre. Alors, même si la philosophie du CIDELA pour les communes, c'est quand même de sécuriser un prix d'énergie plutôt attractif sur l'année, on n'est pas là pour jouer non plus avec l'argent des communes, mais quelque part, on se permet avec ce système-là de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à nous. Voilà, je vous relaisse la parole. C'est exactement ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'outil que l'on suit au quotidien, ce qu'on appelle la Tactical Roadmap, c'est quelque chose qui est suivi quotidiennement, qui est envoyé à Romain. Et donc, c'est vraiment l'outil principal de prise de décision, à côté de ce qu'on appelle des signaux. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du tout. C'est juste pour vous signaler qu'on suit des signaux au quotidien en plus de ce taux de couverture. Les signaux peuvent être internes ou marché. Donc, un signal interne, par exemple, ça va être votre prix de l'année dernière. Parce que l'objectif, c'est de rester, comme on l'a dit précédemment, c'est d'avoir un budget sécurisé et de ne pas avoir une augmentation des tarifs. Donc ça va être un signal. Il y a d'autres signaux qui vont être plus des signaux marchés, qui vont se baser sur des méthodes mathématiques pour identifier les renversements de tendance de marché. Donc, c'est par exemple la méthode des triangles. Donc, c'est des signaux qui sont suivis au quotidien également. Et tous ces éléments sont suivis dans cet outil qui s'appelle la Tactical Roadmap. Et cet outil, ça reprend les recommandations que nous avons, qui sont donc envoyées et discutées avec Romain. Et ensuite, ça reprend donc des éléments de marché, mais surtout, qu'est-ce qui a déjà été fait. Donc, dans cet outil, au quotidien, on peut voir quel est le prix actuel, si jamais clic il y a, quel sera le prix. Et enfin, il y a des mesures de performance. Donc, c'est vraiment ce qui permet au quotidien de suivre la stratégie qui a été définie et mise en place pour le CIDELA. Voilà. Donc la dernière partie de cette présentation, ça consiste à voir donc ce que vous avez fait effectivement, donc les fixations qui ont été faites à la fois sur le gaz et l'électricité, et donc sur les années 2022-2023, sachant que sur 2021, donc comme on l'a dit, vous aviez évidemment fixé la totalité de votre prix, donc au plus tard fin 2020. Alors, sur l'électricité, sur le 2022, donc 100% des prix ont été fixés, à la fois avec le contrat, vous avez deux contrats de fourniture distincts, un avec Engie, un avec EDF, et sur 2023 également. Et sur 2023, on voit qu'on est sur du hier plus 2 par rapport à aujourd'hui, mais on a d'ores et déjà fixé 50% 50% du prix.
les fameux clics dont on parle. C'est-à-dire qu'on a déjà voilà, pour un exactement. certain volume, à un certain prix, les besoins énergétiques pour l'année 2023. Donc, il nous reste 50% à couvrir dans les années qui viennent. Voilà, exactement, sur 2023. Et donc, on voit que sur Karen, donc, on n'a pas les mêmes fournisseurs, mais c'est la même, c'est la même chose. Et on voit, alors, il y a peut-être les graphiques avant du CIDELA pour les contrats NJ EDF, mais en tout cas pour Karen, on constate que on a pris donc ces deux clics-là, de 50% chacun. Voilà, je vois que les slides. Voilà, si on va sur le slide suivant. Parfait. Voilà, c'est bon. Voilà, on y est. Donc on a donc on a plusieurs contrats de fourniture. Donc pour le CIDELA, le marché historique, on peut le qualifier comme ça. Vous voyez où sont positionnés les deux clics sur la courbe. Donc les deux clics de 50%. Et le clic de 50% pour 2023, donc, sachant qu'il restera donc pour 2023 50% à couvrir pour cette année, donc ils devront être couverts entre aujourd'hui et la fin de l'année 2022. Et juste en parallèle, là on va vous présenter, Antoine parlait de marché Karen et marché historique. Si vous voulez, il y a le groupement historique du CIDELA qui est en cours depuis 2016. Et au final, la Karen et ses communes étaient à Nantes Métropole. Ils ont souhaité participer aux achats d'énergie avec nous. Et du coup, pour leur proposer cette aide, on a dû créer un autre groupement en parallèle, puisqu'on ne peut pas ajouter des collectivités à souhait dans un marché en cours, puisqu'il y a une liste des membres qui est définie lors du marché. Donc, on a en parallèle un marché historique où on a 160 communes, et en parallèle un marché à côté avec la Carène où on a une quinzaine de communes. Donc, des communes de la Carène et 7 autres communes sur le territoire, notamment au niveau de la CCEG. Et du coup, c'est là où on va voir les différences. Déjà, il y a des fournisseurs différents et des clics qui ont été faits à des instants différents. Et du coup, les prix seront pas les mêmes. Et l'idée, à la fin, donc en 2024, c'est qu'il y ait une fusion entre ces deux groupements en parallèle pour avoir un groupement qui correspond à presque 95% des communes du territoire du CIDELA. Tout l'intérêt étant que quand on se met sur un marché, plus on est gros, plus on est intéressant pour les fournisseurs d'électricité. Et on pourra parler effectivement d'exemples de communes que je connais qui n'appartiennent pas au CIDELA et qui voient avec beaucoup d'inquiétude la nécessité pour eux de couvrir leurs besoins énergétiques d'ici la fin de l'année. Et comme vous l'avez vu sur les courbes, je ne suis pas sûr que la tendance s'inverse et quelque part, ça peut être une facture vraiment très salée qu'ils peuvent avoir à honorer pour les années à venir. Je vous relaisse la parole. Voilà. Donc là, on avait le marché, ce qu'on appelle le marché historique. Sur Karen, donc on a un contrat avec Total et un autre avec EDF. Donc les taux de couverture sont les mêmes, hein. On est sur 100% du prix en 2022 et 50% du prix en 2023. Mais Romain, comme tu l'as dit, alors là, je ne vois pas encore les slides. Je ne sais pas s'ils sont là, mais les clics ont été exercés à des moments différents parce que voilà, Karen n'a pas intégré le marché principal, elle a intégré, enfin, n'a pas intégré la stratégie, a intégré donc la stratégie un petit peu plus tard, ce qui explique que les clics aient été faits un peu plus tard. Et vous avez là les 2 fois 50%, et pareil, le clic de 50% sur 2023. Alors, sachant que le fait que les clics soient différents entre Karen et le marché principal, c'est pas lié à une quelconque nécessité stratégique, c'est vraiment lié au fait que Karen a été considéré dans la stratégie à une date ultérieure. Mais à terme, et même pour le clic de 2023 qui restera, la logique, c'est effectivement de générer les mêmes signaux d'achat à la fois pour le marché Karen et pour le marché historique. Voilà. Alors donc là je crois que pour l'électricité, on en est là. Et pour le gaz,
Pour le gaz, donc on est à 100% sur 2022, donc on a fixé 100%. Et sur 2023, alors il y a 45% sur le marché principal parce que je crois que le contrat s'arrête en juin 2023. Le marché s'arrête en juin 2023. Pour Carène, on est à 50%. Donc on voit que les niveaux sur le gaz et l'électricité sont à peu près les mêmes, ce qui est logique finalement, étant donné que le marché du gaz et de l'électricité sont très corrélés, hein, on l'a vu. Et vous avez sur le gaz donc les différents taux de couverture. Donc on a le droit d'avoir un peu plus de clics sur le gaz naturel. Donc on a échelonné les prises de position. Et sur 2023 également, donc il y a eu donc sur le marché principal deux clics de prix. Et donc vous voyez l'échelonnement en fait des prises de position qui ont été réalisées. Et sur Carène également. Donc là, on était un peu le volume, je crois, est un petit peu plus faible sur Carène, donc on avait moins de clics, hein, parce que le fait de pouvoir fixer en plusieurs fois dépend aussi du volume considéré. Hein. Donc on avait un peu moins de volume sur Carène, donc un peu moins de clics. Donc on avait 2 clics de 50% par année que l'on a, voilà, que l'on a effectué de cette façon. Alors, je vois que dans les questions, il est question du prix Enercop. Romain aussi, je crois qu'on. Ouais. Alors du coup, ouais, dans le groupement Carène, on va continuer de l'appeler comme ça, il y a 4 lots. Donc un lot de gaz, un lot d'électricité supérieur à 36 kVA et inférieur à 36 kVA. Donc là, comme le lot historique, comme le groupement historique, pardon. Et on a proposé un nouveau lot qui était inédit aussi. Dès là, c'est le lot numéro 4, c'est le lot 100% énergie verte. Et là, du coup, la stratégie est complètement différente où le fournisseur, donc Enercop comme d'autres, comme Voltaire, Hydroption, etc., propose un prix fixe, en fait, et ne seront pas du tout impactés par le marché volatile de l'énergie, le marché de gros, où eux, ils proposent un prix qui leur permet de vivre, mais surtout aussi de réinvestir dans des centrales de production d'énergie renouvelable et de faire tourner celles qu'ils ont en contrat avec des producteurs. C'est vraiment une stratégie totalement différente. Et ce lot énergie verte qui a été proposé là pour le groupement Carène sera reconduit pour l'ensemble des collectivités du groupement d'achat lors de la fusion en 2024. Donc on reviendra vers l'ensemble des communes pour que vous puissiez sélectionner les sites que vous souhaitez intégrer dans ce lot énergie verte. Donc on communiquera rapidement vers vous pour tout ça lors de C'est ça. l'élaboration du marché. C'était pour répondre à une demande effectivement de la Carène dans un premier temps, mais qui est une demande que l'on entend de plus en plus de nos communes partenaires, dont vous autour de cette table. Et effectivement, afin de répondre à cette demande, effectivement, ce lot énergie verte sera créé lorsque les groupements seront fusionnés, et ça sera fin 2023 pour ce qui est de l'électricité. Y a-t-il des questions sur cette partie ? Non. Non. Très bien. Oh, j'ai pas de retour en tout cas. Et oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment, il reste 10 minutes. J'ai une question, vous m'entendez? Allez-y, on vous entend. Oui. Là, tout à l'heure, vous parliez de 3 clics, 25%, 50%, 75%. Là, vous avez fait en 2 clics, en fait, par exemple, pour 2022. Vous avez fait 50%, 50% sur les achats. Ici, ouais. Oui, donc en fait, ça a été 50%, 50%. Alors, c'est lié pour l'électricité, c'est vrai que c'est lié, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est au volume. Au volume. Alors, les volumes au global sont importants, hein, sont très importants. Mais en électricité, donc il y a une spécificité dont on n'a pas parlé, parce que c'est voilà, c'est un année réglementaire propre au marché français. Qui est ce que vous voyez dans le titre, là, ce qu'on appelle l'AREN, donc l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique, qui fait que pour la France, votre prix de fourniture est indexé donc au marché, hein, comme on l'a dit, mais comprend également, il y a une partie du volume qui est approvisionné
à ce qu'on appelle l'Arenh, donc un prix réglementé de l'électricité à 42 € par mégawattheure, ce qui vient réduire votre exposition marché sur l'électricité. Et comme votre exposition marché est réduite, ça fait moins de volume, et par conséquent, les fournisseurs proposent un nombre de clics plus réduit. Donc là, le fait qu'on soit parti sur 2 clics, c'est vraiment une contrainte entre guillemets du fournisseur qui ne nous permettait pas d'avoir davantage de clics pour échelonner davantage les prises de position. D'accord. Parce que du coup, ça amplifie le risque potentiel d'avoir 2 clics plutôt que 3 ou 4, par exemple. Oui, vous avez mais à l'inverse, raison. on a renforcé on a sécurisé davantage notre position en prenant davantage d'arènes. Enfin, le maximum qu'on nous autorise, même si le volume n'est pas clairement identifié d'une année sur l'autre, si je ne m'abuse, Romain. Mais en tout cas, voilà, on a fait le choix, vu ce qu'on vous a présenté, de plutôt sécuriser sur un prix qu'on connaît, plutôt que d'avoir l'opportunité de jouer à la hausse ou à la baisse avec un nombre de clics plus important, mais plus hypothétique au vu de la conjoncture actuelle. Alors effectivement, c'est un pari, et la stratégie qui est celle du CIDELA que je dois porter, c'est clairement de sécuriser en premier lieu les achats, les couvrir, et surtout à un prix le plus raisonnable possible. Alors peut-être qu'en faisant comme ça, on se prive d'opportunités parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Maintenant, vraiment, la stratégie qui a été définie et discutée avec Pure Énergie et les techniciens du CIDELA, c'était effectivement de plutôt sécuriser notre position dans je ne vais pas dire le monde actuel, mais dans le temps actuel dont on parle, c'est-à-dire les 3, 4, 6 mois qui viennent. Non, mais là, enfin, par rapport au graphique, on voit que c'était la bonne chose à faire. C'est vrai que c'est toujours à la fin du match qu'on connaît le score, mais bon, pour l'instant, on a l'impression de ne pas être trop mauvais. Maintenant, comme on vous le disait, il y a des fois des choses assez incroyables. Alors, ce que j'aime bien avec Pure Énergie et avec Max notamment, c'est qu'on apprend des choses sur la géopolitique qui a toujours une influence. Alors, Max est très fort pour m'expliquer pourquoi le prix va monter. Alors, même des choses que je n'imagine pas. Alors, ça me fait sourire, mais il y a forcément une part de vrai. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, en fait, on n'apporte pas forcément de très très bonnes nouvelles par rapport au marché. Et c'est vrai qu'on est obligé, mais c'est aussi notre rôle de ne pas laisser espérer des baisses qui n'arriveraient pas. Mais en tout cas, la stratégie, vous l'avez pu le voir, permet avec plusieurs prises de position, bien, d'avoir un équilibre entre la protection contre les hausses, mais aussi quand même d'avoir la possibilité, en laissant un certain pourcentage ouvert, de capturer des opportunités à la baisse. Et c'est le cas en 2023, parce que rien ne nous dit qu'en 2022, on n'aura pas un retour de situation avec une correction de marché qui pourrait intervenir à cause de plusieurs éléments. D'une part, l'inflation et l'impact également de l'inflation sur l'économie et une destruction de la demande qui pourrait conduire à une baisse des prix. Donc c'est pour ça que c'est un équilibre entre des fermetures de position pour se protéger contre les hausses, mais également le fait de rester ouvert pour ne pas être déconnecté avec le marché et également d'être en mesure de capturer ces opportunités à la baisse. Et là, par exemple, pour 2023, votre problématique, c'est que vous devez utiliser les 50% restants avant la fin de l'année. Et du coup, il n'y a plus que 2 mois pour voir s'il y a Alors sur 2023, vous avez jusqu'au 15 décembre 2022 pour prendre position. Donc on a encore 12 mois. Donc là, en fait, on a quand même un peu de temps. On a 12 mois. Ok. Donc là, en fait, c'est pour 2022. On a que là, tout est fini, mais c'est 2022. Là, c'est vrai qu'il y avait, pour ceux qui n'ont les parties ouvertes, on a que quelques semaines, mais pour 2023, on a encore 12 mois de possible. Donc là, votre position, c'est de dire on va utiliser les 50% restants au moment où il y aura une baisse, en partant du principe qu'il y aura une baisse. Voilà, exactement. En fait, le marché tel que vous le voyez, en fait, de dire je vais fermer tout aujourd'hui parce que je pense que le marché ne va faire que de monter, c'est un avis spéculatif. C'est de la spéculation. Personne ne sait ce que va faire le marché. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une attitude équilibrée où lorsqu'il est possible de consolider des économies par rapport à l'année précédente, il faut le faire. Et donc d'où aussi les 50%. Mais également se laisser la possibilité d'accéder à des baisses parce que rien ne vous dit que le marché ne peut pas aussi se corriger par rapport à
à une correction liée à l'économie, à l'éclatement de certaines bulles, aussi bien donc sur l'immobilier que sur les actions, et qui pourrait entraîner le marché de l'énergie. Mais la réflexion est la bonne, hein. C'est-à-dire que plus on se rapproche du terme et de notre besoin de couverture, moins on va jouer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi des fois accepter de dire que peut-être qu'on paye un peu cher, mais avec comme conséquence, alors peut-être de perdre une éventuelle baisse qui aurait pu se continuer, on ne sait pas, mais aussi de se protéger contre une hausse qui pourrait continuer elle aussi à monter. Donc plus on se rapproche du terme, plus on est obligé de se couvrir malgré le prix de l'électricité. Et en fait, tout le jeu consiste, à mes yeux en tout cas, à essayer de se couvrir le plus tôt possible par rapport au terme, enfin le plus tôt possible, à un temps raisonnable pour se laisser l'opportunité en tout cas de verrouiller complètement la position avant le terme, bien avant le terme en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a des questions. Une comparaison de nos prix 2021-22, parce que oui, en effet, on a fixé 100% de 2022, sauf qu'il y a la partie décrètement. Donc, si vous voulez, on se positionne sur l'ARENH, donc le nucléaire historique, à 42 € du mégawattheure. Et ce que vous voyez, nos clics sur le marché de 2 fois 50% sont sur une partie du coût du kilowattheure que vous avez sur vos factures. Et en fait, cette partie ARENH est incertaine puisqu'il y a un écrêtement. Donc, tous les fournisseurs il y a 100 TWh à l'échelle de la France et l'ensemble des fournisseurs demandent chaque année plus que 100 TWh. Donc, cette partie supplémentaire, on s'est sourcé sur le marché et on a anticipé un écrêtement de 135 TWh. Donc, si on est dans les clous, les prix on aura un prix finalisé, mais cette partie écrêtement et l'enchère de l'ARENH, c'est mi-décembre la définition. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où je pourrais envoyer à l'ensemble des collectivités la comparaison de leur prix du kilowattheure entre 2021 et 2022. Donc, vous l'aurez, le détail, mi-décembre. Ça, c'est encore la petite subtilité. On ne sait jamais combien on va pouvoir bénéficier d'ARENH. C'est ça. Complètement. Je vais vous laisser continuer parce que je vais vous expliquer, je vous l'ai dit en introduction, j'étais au Salon des maires, et que là, je ne vais plus avoir de batterie dans très peu de temps, genre quelques minutes ou quelques secondes. Donc en tout cas, je vous laisse avec Pure Énergie et Romain pour poursuivre les discussions, et je serai enchanté de toute façon pouvoir répondre à vos questions si vous le désirez, soit par mail, soit à l'occasion de commissions territoriales qu'on ne manquera pas d'avoir dans vos territoires respectifs. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir Romain, au revoir Pure Énergie, et au revoir messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Donc, ouais, le pourcentage entre du haut de courbe et le pourcentage correspondant à l'ARENH. Donc, l'ARENH de base, c'est 70% du prix, si je ne me trompe pas, Antoine. Et Oui, c'est ça. on clique sur le haut de courbe, donc sur 30%. Et en fait, quand il y a écrêtement, on bénéficie du coup plus de 70% à 42 € du mégawattheure, mais le pourcentage d'écrêtement qui correspond. Donc, souvent, il y a une baisse de 35% sur cette partie à 42 € du mégawattheure. Donc, on a anticipé cette perte de l'ARENH en fixant sur le prix de marché. Oui, bonjour à tous, c'est Denis Lapaduargue à Saint-Wolf. Je voudrais poser une question qu'on se pose tous en période de création de budget. On commence à y penser. Les 4 questions qui sont écrites à droite sur le tableau de conversation sont très claires. De combien il faut qu'on prévoie notre budget? On va faire du pratico-pratique. Les belles théories que vous nous expliquez sont très intéressantes, mais le jour où on va se retrouver devant la feuille budget, qu'est-ce qu'on peut mettre en 2022 par rapport à 2021? Soyons très pratiques. Merci. Par rapport au coût 2021, on avait anticipé, Antoine, de mémoire, en regardant, je pourrais déjà vous envoyer le détail, mais on est sur une 10 ou 15% d'augmentation entre les deux années. C'est ça. On pourra, alors c'est vrai que le prix total sera connu à partir du 1er décembre.
On avait fait une première estimation. Effectivement, on était, au global à, je crois, plus 15-20% par rapport à 2021. Il faudra peut-être qu'on revoie les hypothèses pour la partie qui n'est pas encore connue, qui est liée à justement cette incertitude réglementaire sur l'Arenh. Mais voilà, il faut compter sur l'impact, à peu près 20, oui, à peu près 20%. Mais comme les marchés bougent beaucoup actuellement, il est peut-être, Romain, nécessaire de renvoyer peut-être une actualisation sur la base des dernières hypothèses, parce que je crois que la dernière version qu'on avait transmise date de septembre. Ouais. Et c'est vrai que depuis, les marchés ont un peu évolué, donc il y a pu avoir des changements. Donc ça, nous de notre côté, Romain, on peut te renvoyer donc les BPU en modifiant les hypothèses, en modifiant les hypothèses qui restaient ouvertes. Donc, Sachant que pour l'électricité, Antoine, on sera sûr que au mi-décembre du prix final, puisqu'il faut attendre la publication du taux d'écrêtement effectif. Donc c'est vrai que sur l'électricité, même si on vous renvoie en fait ce BPU actualisé, il y aura toujours une petite incertitude. Oui, Bon, il y aura sur le toujours un gaz, aléa. là, on sera beaucoup plus clair par rapport à l'évolution des prix sur le gaz, puisque là, tout est fermé. C'est ça. Et on parle d'augmentation en pourcentage sur le coût de l'élec et pas sur votre facture TTC. Du coup, c'est un pourcentage d'augmentation sur un tiers de votre facture, puisque les deux autres tiers, c'est l'acheminement d'électricité, donc le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, donc ce qu'on paie à Enedis pour utiliser le réseau basse tension, et les taxes de l'État et les taxes locales et départementales. Donc l'augmentation des 15-20% se situe uniquement sur un tiers de votre facture. Mais les taxes, excuse-moi, mais les taxes sont basées sur le prix de l'énergie, en partie, peut-être pas en totalité. Alors, les taxes, il y a la CTA qui se base sur le TURP, donc cela, ça n'a pas d'impact. Mais oui, la taxe locale, la TICFE, se base sur votre consommation, mais elle ne se base pas sur le prix de l'énergie. Elle se base sur la consommation de votre bâtiment, de votre compteur. Elle n'est pas indexée au prix de marché. Ouais, voilà. Alors là, alors c'est un élément réglementaire, donc on ne peut pas être sûr que cette taxe-là n'évolue pas. Mais c'est vrai que ça fait maintenant 5 ans que cette taxe, la TICFE, est restée au même niveau, quoi. Donc il y a quand même de fortes chances que le niveau de la taxe soit maintenu pour l'année prochaine, malgré la hausse du prix de marché, puisque les deux éléments sont déconnectés. Voilà, parfait. Bah, il est midi 5. Je peux vous proposer une dernière question si vous en avez. Et sinon, on peut clôturer. Alors, l'augmentation du gaz, je vais vous l'envoyer. Je ne l'ai pas en tête le pourcentage, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je vous envoie ça suite à la réunion. Et de mémoire, au gaz, on avait fixé avec des prix à autour de 15 ou 16 euros du mégawattheure. Donc, c'était pas mal, je pense. J'ai une question. Là, Ouais. finalement, donc vous nous avez expliqué le fonctionnement, comment vous faites par rapport au gaz à l'électricité. Nous, on n'a pas de choix politique finalement là à prendre pour aller dans un sens ou dans un autre. En fait, là, vous nous expliquez votre politique pour que nous la comprenne, mais après, il y a pas de, nous, on n'a pas de décision à prendre là-dessus. Non, 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 du tout. En fait, c'est le but du groupement d'achat où le CID est là coordonnateur. Donc, c'est nous qui rédigeons les marchés, nous attribuons le marché aux fournisseurs et nous appliquons une stratégie pour fixer le prix auprès des fournisseurs. Donc, on fait toutes ces missions pour vous. Et donc, on ne pourrait pas gérer un marché à 180 communes. Ce serait pas possible, surtout qu'on a besoin d'être super réactif lors de la fixation. Pour être tout à fait transparent, on envoie tout ça se passe par mail. J'envoie un mail à EDF, Total ou Engie. Donnez-moi un prix pour 50% de 2022.
Le prix est valable 15 minutes. On se connecte avec Pure Énergie et Frédéric, notre vice-président, et on prend la décision en 15 minutes. Et après, on renvoie un mail au fournisseur, on valide ou pas. Donc, vous imaginez bien qu'à 180 communes, c'est pas possible d'avoir autant de réactivité. Donc, c'est pour ça qu'on le fait pour vous. Ok, ouais, ça me permet de comprendre. Très bien. Voilà, parfait. Eh ben, merci à tous d'avoir participé à cette réunion. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition par mail ou téléphone.